Soyons clairs d'entrée. La pratique du libertinage reste marginale. Bien qu'elle progresse au fur et à mesure des études, 2% en 92, 5% en 2014 et sans doute un peu plus aujourd'hui, c'est loin quand même d'être le lot de tous les couples. Pourtant, le fait que les femmes revendiquent de plus en plus haut et fort le droit d'être actrices de leur sexualité s'observe aussi dans l'évolution des pratiques libertines. La sexualité dans un cadre conjugal classique laisse parfois la place à l'introduction d'un ou plusieurs partenaires dans la vie sexuelle du couple. Certaines femmes, célibataires, adoptent également ces formes de sexualité de groupe pour développer une vie érotique plus variée. C'est le cas de notre invité du jour. Salut, je m'appelle Jessica et j'ai 34 ans. Écoutons son témoignage. Salut Jessica, merci d'avoir accepté d'être mon invité pour ce nouvel épisode du podcast. Je crois qu'il y a eu un changement assez important dans ta vie, notamment ta vie affective et sexuelle. Nous sommes en 2013, tu as 25 ans et tu sors d'une relation avec ton petit ami de l'époque. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça faisait effectivement 2 ans que j'avais mis un terme à ma relation. Donc c'était en 2011, je vivais en France. J'avais décidé de revenir, de rentrer sur l'île, puisque j'en avais marre en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me retrouve donc à nouveau célibataire. Donc, une relation terminée. Je n'ai pas forcément l'envie de me remettre tout de suite dans une relation, mais je pense que je suis plus dans une période où j'ai envie de me découvrir, une forme d'émancipation. Et du coup, en fait, je commence à expérimenter des rencontres sans histoire, sans lendemain en fait. Avant d'aller plus loin, est-ce que à l'époque où tu étais avec ton petit ami, et même les relations précédentes, est-ce que au niveau de la sexualité, tu n'étais pas épanoui justement ? Est-ce que tu vivais ça comme un carcan et c'était pas des occasions justement de te découvrir ? Non, parce que je n'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours été assez libérée sexuellement. Je n'avais pas de manque en soi, c'était plus cette façon de vivre la sexualité qui a changé en fait. Je veux dire, avant ça, les partenaires que j'ai eus, je n'avais pas de soucis niveau sexualité, mais je m'accordais à avoir une sexualité juste avec mes partenaires. Pourquoi ? Parce que j'avais des croyances à cette époque qui véhiculaient que voilà, j'avais mon petit ami, mon partenaire, donc c'était avec mon partenaire que j'avais des relations sexuelles et je ne me voyais pas avoir des rapports autres que cette personne avec laquelle je partageais ma vie en fait. Donc si je comprends bien, le frein qu'il y avait, c'était pas tant par rapport à eux qui te restreignaient, mais c'est plutôt toi, par rapport à la maturité que tu avais à l'époque, par rapport à ton histoire, qui faisait que tu n'étais pas encore prête à aller plus loin. C'est même pas une question de prête. Je pense que sur le moment, je me suis pas vraiment posé de questions. Je veux dire, c'est sans vraiment raison apparente, mais je me suis dit pourquoi pas tester comme ça et puis je pense que c'est peut-être aussi parce que j'avais encore l'échec de ma relation par rapport à une personne avec qui j'étais avant. Je voulais vraiment en fait faire vraiment une coupure et je me disais je veux vivre ma vie en fait maintenant en tant que femme libre, seule, sans avoir à me poser de questions et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Alors qu'est-ce que ça a donné, cette renaissance de ta vie sexuelle en femme libre qui veut justement expérimenter ? Ça a donné que j'arrivais à trouver le courage déjà à aller vers des personnes qui me plaisaient, chose que je ne faisais pas forcément avant. J'étais un peu dans ce truc, alors ça c'est une croyance populaire que les gens ont du côté des hommes, où on pense que c'est forcément l'homme qui va venir vers la femme et tout ça, mais moi je me retrouvais justement dans cette façon en fait d'être. Ça veut dire que si quelqu'un me plaisait et que j'avais envie, je dirais entre parenthèses, de l'avoir, en fait j'y allais. Bon, par moments il y avait des petites retenues, mais voilà, c'est vraiment ce côté où j'ai vraiment été émancipée, où voilà, cette personne elle me plaisait, j'allais vers elle. Si c'était ok pour nous deux, ok. Si c'était pas ok, chose qui n'est jamais arrivée, mais si c'était ok, voilà. Et comment est-ce que tu as rencontré donc ce milieu libertin ? Alors c'est petit à petit, au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens du coup qui fréquentaient déjà ce milieu et du coup en posant des questions, on a parlé, donc je me suis intéressée petit à petit. C'est vraiment en fin 2013, je suis repartie sur la France et c'est vraiment quand je suis partie que là j'ai connu donc les clubs échangistes, enfin les clubs libertins, les saunas libertins et donc vraiment que j'ai vraiment découvert le milieu en fait. Qu'est-ce que ce milieu, comme tu dis, t'a appris de toi-même ? Alors, l'une des premières choses que ça m'a appris, c'est que ce milieu, donc, qui est sexualisé, le milieu du sexe, on voit les gens tels qu'ils sont.
Et c'est ce que j'ai le plus apprécié. Ce que ça m'a appris aussi sur moi, déjà que j'étais capable de choses que je ne croyais pas. Partager une sexualité avec plusieurs personnes, donc chose que je n'avais pas fait. Donc c'était nouveau pour moi. Après, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses de manière naturelle. Ça veut dire que au moment où c'est arrivé, je me suis pas posé mille et une questions. C'est arrivé, sur le moment, j'en ai eu envie, je l'ai fait. Et puis c'est vrai que après chaque première expérience, tu te dis ah ouais, waouh, j'ai fait ça, j'ai bien aimé, c'était bien, à refaire. Donc tu connaissais pas du tout ce milieu, comme tu disais tout à l'heure. Comment ça se passe au début, là où les premières fois, y a pas une phase un peu d'intimidation? On est là, on voit des gens qui s'excitent, qui se chauffent, qui couchent ensemble et tout. T'as été tout de suite jeté dans le bain ou est-ce que ça a été par étapes? Non, avec moi, j'ai été tout de suite dans le bain parce que, comme j'ai dit, en fait, si je sens que j'en ai envie et que je suis pas sous la contrainte, j'y vais en fait. Dès lors où je suis en sécurité et qu'il n'y a pas de risque, que tout est ok, que ce soit hygiène, sanitaire et tout, et sécurité même physique, j'y vais si je suis avec des personnes de confiance, on m'a déjà expliqué comment ça se passe, et je sais que de toute manière, dans le monde du libertinage, la première règle, non, c'est non. Donc je sais que si ça me plaît pas ou que j'en ai pas envie, je dirai non, et puis si j'en ai envie, j'y vais quoi. Ça t'arrivait de dire non? Bien sûr, plein de fois. Par exemple? Premièrement, c'est l'attirance physique. Deuxièmement, peut-être par rapport à l'attitude de la personne que j'avais déjà observée et qui ne me plaisait pas et que je me voyais pas partager quelque chose avec cette personne. Ça peut paraître bête, mais dans le milieu du libertinage, même si les gens ont souvent en fait cette pensée du milieu où c'est du sexe brut façon... Je rigole parce que j'ai le terme façon vera, comme on dit. C'est pas comme ça pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens... Ici aux Antilles, en fait, les gens qui sont dans le milieu, qui disent être libertins, mais qui ne suivent pas les règles et qui font n'importe quoi, on les appelle les cookers. Et les gens qui sont dans le milieu, on dira donc des libertins. Mais comme je disais, ça peut paraître bête. Moi, je voulais toujours qu'il y ait quand même une certaine alchimie. Au moins un minimum. Je m'attends pas à connaître la personne et je la connaîtrai jamais entièrement lors d'une soirée. Mais qu'il y ait un truc, en fait. Qu'il y ait une petite connexion sur le moment, que ce soit au premier regard ou lors d'une première discussion. Donc tu n'étais définitivement pas une coqueuse? Non, je l'ai jamais été. Non, j'ai toujours mis un point d'honneur à respecter les règles, qu'on me respecte, et que du coup, que je respecte les autres aussi. Respecter les limites de chacun, respecter leurs valeurs, et donc ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites dans le milieu. Le milieu libertin, il y a beaucoup de pratiques, tout le monde ne fait pas les mêmes pratiques, donc si tu as envie de faire quelque chose avec quelqu'un, donc tu demandes, et si la personne ne veut pas, c'est son choix, tu le respectes. Hein. Ça t'est arrivé de justement être celle qui propose une pratique et à qui on dit non? Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est moi, j'ai dit non, mais dans le sens où on m'a proposé des choses, mais non, j'ai jamais vécu cette expérience. Justement, quelles étaient tes limites? J'imagine que est-ce que tu te fixais des limites sur le moment ou alors en allant en club, tu savais déjà qu'il y a des choses pour lesquelles tu aurais dit non? Alors, c'est très important, il faut se fixer des limites avant. Je pense que c'est important de savoir avant ce qu'on souhaite faire, de ne pas aller au-delà, donc de ne pas me forcer. Je n'allais jamais en club toute seule, donc j'étais toujours avec des amis ou avec un complice. Mes limites, en fait, c'était du mélangisme. Ça pouvait être du triolisme ou du côte-à-côtisme ou alors du candolisme aussi, si j'étais avec mon complice. Alors tout ça, quand tu dis mes limites, en fait, tout ça, ce sont les pratiques que tu t'autorisais. Exactement. Alors il faut savoir que le complice dans le milieu libertin, c'est le partenaire ou la partenaire avec qui on va en club, mais avec qui on n'est pas en couple. Exactement, voilà. C'est bien ça. Est-ce que tu penses qu'il aurait été possible pour toi d'avoir les mêmes pratiques, mais avec ton partenaire ou ta partenaire dont tu aurais été amoureuse? Bien sûr, totalement. Je l'ai jamais expérimenté, mais oui, complètement. Tu arrives à séparer le côté donc affectif et sexuel. Donc tu l'as jamais fait avec ton partenaire ou ta partenaire, mais tu en aurais été capable. Bien sûr, totalement. Oui, si j'avais rencontré quelqu'un qui partageait en fait ma vision des choses, qui connaissait ce milieu, et oui. Je vais juste revenir rapidement sur un point qui est très important que tu as souligné rapidement tout à l'heure. C'est la question de l'hygiène. Comment ça se passe au niveau de l'hygiène à ton niveau? Est-ce que tu es très regardant, très strict, ou alors on est là pour s'amuser, on fait une confiance quasi aveugle? Quelles étaient les règles, non pas qui étaient fixées, mais que tu te fixais en matière d'hygiène et évidemment
pour combattre tout ce qui est infection sexuellement transmissible? Déjà, la première règle, c'est de toujours être protégé. Que ton partenaire soit toujours protégé, ça, c'est vraiment une règle. Je veux dire, c'est même pas primordial, c'est obligatoire, de toute manière. Après, l'hygiène, ça peut être un tout, hein, ça peut être même au niveau de la pilosité, de toujours être douché, mais il faut savoir que dans les lieux libertins, il y a toujours des douches. Donc en fait, même si on veut reprendre une douche, être le plus frais possible, le plus propre jusqu'au dernier moment, c'est possible en fait. Et tu faisais attention à ça pour tes partenaires, qu'ils soient douchés juste avant les échanges intimes? Alors honnêtement, pas forcément. Parce que, alors, si j'étais qu'un complice, je connaissais son hygiène, donc ça, je le savais. Si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, poser la question. Parce qu'effectivement, je veux dire, le sexe, c'est les parties intimes. Donc, je veux dire, même s'il y a ce qu'il faut pour avoir une certaine hygiène sur le lieu, on ne connaît jamais l'hygiène personnelle d'une personne. Comme dans tout, dans la vie, on ne retrouve jamais l'unanimité. Donc, il y a toujours des gens qui essayent. Alors, je n'ai jamais vécu cette expérience, Dieu merci. Je suis jamais tombée sur quelqu'un de sale. Mais après, je suis très observatrice, donc déjà dans l'attitude, je sais pas, les gens qui transpirent beaucoup et tout ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas un problème en soi que la personne transpire beaucoup, mais tu peux transpirer beaucoup, prévoir à ça, et puis prévenir le coup, aller te doucher. Mais savoir que tu transpires et puis venir là comme ça et commencer un rapport... Et toi, est-ce que tu te fixais comme règle d'aller justement te laver, faire une toilette et tout avant? Ah oui, complètement oui. Même si, par exemple, je me suis douchée avant de partir, mais pour être vraiment le plus frais possible, désinfection des matelas, puisque les clubs mettent toujours à disposition des choses pour désinfecter les coins câlins, parce que c'est comme ça qu'on appelle les coins où les gens ont des rapports. Préservatifs disponibles de manière illimitée, gel hydroalcoolique, tout ce dont on a besoin pour passer un moment le plus confortable possible. Il y a une question que je me suis toujours posée, enfin je me pose beaucoup de questions. Pose tes questions. Est-ce que tu t'es heurté en tant que femme noire, quand tu étais dans les clubs à Paris, à cette image de la femme noire disponible, à la sexualité et à la libido débordante et tout? Est-ce que tu as été victime de ces clichés? Pour ma part, non. C'était autre chose. Moi, c'était plus le côté une femme noire, la femme exotique, la femme piquante. C'était plus ça, en fait. Et puis, je veux dire, dans les clubs, par exemple, donc à Paris, donc, ce sont les clubs que j'ai le plus fréquentés. Je veux dire, des femmes noires, il n'y en a pas une tonne, quoi. Donc, moi, c'était plus de ce côté, mais pas le côté, forcément, si je suis là, c'est que je vais servir tout le monde. Et est-ce que c'est un cliché qui te flattait? Ou alors, c'était ce qui, justement, te freinait un rapport avec quelqu'un qui te faisait sentir qu'il était dans le fétichisme de la femme noire? Non, pas forcément. C'était vraiment plus le côté, elle est belle, elle est bonne, parce que c'est ce qu'ils vont dire. J'ai envie de me la faire, quoi. Donc après, de toute manière, je restais maître de ma décision et c'est moi qui décidais. Ça te flattait? Je me posais pas vraiment de questions sur ça. Je veux dire, ça arrivait souvent, mais plus souvent, les gens, ils arrivaient pas à voir ce qu'ils voulaient, en fait. Donc, je veux dire, pour moi, j'en faisais pas un problème, en fait. Tu parlais tout à l'heure du complice, donc avec qui tu allais en soirée. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, c'était pas toujours la même personne. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 2. D'accord. Et pendant combien d'années tu as une fréquentation active du milieu libertin? Alors, vivre comme une libertine, ça s'est étalé, je crois, sur 7 ans, 7-8 ans. Et aller dans les clubs sur 2-3 ans. D'accord. Tu as fréquenté donc différents clubs. Tu as donc fréquenté pendant quelques années le milieu libertin. Quand on préparait l'émission, tu me faisais comprendre que dans les clubs libertins, il y a différents types de clubs qui ont donc différentes clientèles. Toi, quel était le type de clientèle justement que tu aimais fréquenter? Dans quel type de club tu te sentais la plus épanouie et pour quelles raisons? Alors moi, ce que je préfère, c'est les saunas. Parce que les saunas, quand tu arrives, tu te déshabilles, on te donne un pareo. C'est vraiment le plus décontracté et convivial. Et donc j'adore ça, puisque je suis quelqu'un déjà, j'aime être nue. Je trouve que c'est vraiment le plus cool parce que du coup, donc les saunas, on est en mode pareo. Et les clubs, on sort comme si on va dans une discothèque parce qu'il y a aussi la piste dansante et les coins câlins. Donc là, il faut s'apprêter, il faut avoir une tenue correcte. Et du coup, moi, je préfère les saunas. C'est vraiment mon truc où je m'amuse le plus, en fait. Moi, je suis vraiment plus typé club convivial, où on retrouve de tout, en fait. Parce que bien évidemment, les endroits qui vont être huppés, les gens regardent de haut, ça va être fréquenté par des gens, ce qu'on appelle dans le milieu très élitistes, même si je l'ai été, mais ça se voit même au niveau, physiquement, au niveau des gens en fait. Parce que même si c'est vrai que c'est un milieu où les gens sont pas regardants physiquement, on ne juge pas,
Mais les gens qui sont dans le milieu et qui sont élitistes, eux sont très portés sur le physique. Donc moi, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau, mais je veux dire, j'avais pas envie de côtoyer des gens qui avaient des préjugés. Donc, comme tu disais précédemment, toutes ces années, c'était pas de libertinage, c'était pas du sexe pour du sexe. Tu avais quand même besoin de cette connexion et qui allait au-delà du physique. C'était pas forcément que des canons que tu recherchais. Il y avait un peu plus que du sexe. Oui, voilà, exactement. Après, on regarde quand même le physique, puisque la première chose qu'on voit sur quelqu'un, c'est son physique quand même. Donc, et puis, il faut qu'il y ait quand même une certaine attirance physique, comme je disais, quand on m'abordait, s'il n'y avait pas d'attirance, effectivement, s'il n'y avait pas d'atome crochu ou autre, mais qu'avec un physique plaisant, c'est toujours plus agréable quand même. Donc, il y avait une petite discussion avant ou ça arrivait que c'était directement des rapports intimes? C'est au cas par cas. Franchement, c'est au cas par cas. Il y a un tout... c'est un tout de la personne, l'humeur, l'attitude, le lieu. Il y a plein d'ingrédients qui font que j'ai eu plusieurs expériences différentes. Ça m'est arrivé par exemple de passer une soirée, d'aller en club avec un ami. J'ai un ami avec qui j'y allais souvent. On n'a jamais eu de rapport. Quand on y allait ensemble. Lui faisait sa life et moi de mon côté. Ah, vous n'avez jamais eu de rapport ensemble? Ensemble. On était vraiment amis. On sortait en club ensemble. Mais ça restait là en fait. C'est une relation qu'on avait comme ça. Et du coup, un soir, on a rencontré un couple. Lui, justement, donc, a été s'amuser avec cette femme. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec le compagnon de cette femme, qui, par la suite, est devenu un complice. C'était particulier. Et en fait, il y a eu une connexion comme ça qui s'est passée dès le soir, où effectivement, donc, il y a eu effectivement attraction physique, tout ça. Et puis, dans la manière de parler de la personne... on avait pas mal de points communs. Je veux dire, il y avait beaucoup de sujets qu'on abordait et qu'on partageait. Donc, il y a eu ce truc. Ce soir-là, on a eu des rapports, on est resté en contact. Et du coup, c'est devenu une histoire un peu... je pourrais dire extra-conjugale, mais en même temps, oui, c'est ça. Parce que, je veux dire, on s'est retrouvés, on était complices. Et sa femme ne l'a pas su, en fait. Mais on s'est pas vu souvent parce que c'est quelqu'un qui ne vivait pas en France. Donc, c'est quelqu'un qui vivait en Martinique. Donc, je veux dire, souvent... on était en contact au téléphone, et c'est quand il revenait en France qu'on se voyait. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré plusieurs mois, mais sans plus, quoi. Mais il y a des histoires comme ça, effectivement. Ouais, c'est un peu contre les règles du libertinage. Oui et non, mais j'ai envie de dire, là, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment des règles? C'est-à-dire que, la vision que j'ai du libertinage, c'est quand même que tous les partenaires soient au courant et aient ces plaisirs sexuels, soit ensemble, en tout cas, en soient informés. Effectivement, c'est vrai que... Qu'est-ce qui a manqué en fait quand tu tombes pas amoureuse, tout simplement? C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai commencé à m'attacher, mais je pense que ce qui a aidé, c'est la distance. Puis j'avais déjà aussi compris que c'est pas une histoire qui aurait été plus loin, quoi. Mais après, c'est l'état d'esprit, en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, je veux dire, vous partagez vos vies, dès lors où cette personne est honnête, bien évidemment. Je veux dire, dès lors, tu sais en fait où tu mets les pieds, où tu t'embarques. Et effectivement, tu vas pas, en fait, c'est un milieu que tu vas pas fréquenter le monde du libertinage pour croire que tu vas tomber amoureux ou amoureuse dès que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu auras des rapports. C'est pas du tout fait pour toi. C'est pas trop le but, non? Bah non, enfin. Sinon, faut fuir. Faut fuir. Aujourd'hui que ces années sont quand même un peu derrière toi, est-ce que tu peux faire un bilan et dire que ça a été comme un rite de passage? Tu as vraiment fait de ton éducation sexuelle à travers ces rencontres en club? Alors, mon éducation sexuelle a quand même commencé avant ça. C'est vrai que du coup, cette période l'a beaucoup enrichie, parce que j'ai appris beaucoup de choses, hein, et j'ai partagé beaucoup de choses. Mais effectivement, en fait, c'est une chose que je savais déjà. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais déjà intérieurement que je n'aurais jamais été libertine toute ma vie. Je savais que c'était un moment et que pour l'instant, enfin à l'instant T quand j'y étais, pour l'instant c'était ça que je voulais vivre. Mais je savais et je me disais que même demain si je rencontre quelqu'un et que je suis en couple, même si je partage ça avec cette personne, mais je ne me vois pas toute ma vie, toute notre vie en fait, fréquenter le milieu en fait. Quand tu étais libertine et que tu fréquentais le milieu comme tu dis, tu prenais ton pied. Bien sûr, c'est important. D'accord. Alors ma question elle va être très terre à terre, mais lorsqu'on prend son pied, lorsqu'on aime un truc, qu'est-ce qui fait
qu'on n'a pas envie de continuer, si c'est bon? C'est une bonne question. Effectivement, je me suis beaucoup amusée, mais les années ont suivi. J'étais dans une période aussi, à un moment où je me cherchais. Et je pense que durant cette période, je me cherchais, mais après, j'ai vraiment véritablement commencé à me poser des questions sur moi. J'ai commencé une véritable introspection. Et à partir de là, en fait, j'ai décroché. Mais c'est parce que aussi j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, parce que je connaissais déjà cette personne. Je sais pas, naturellement, j'ai pas eu envie, en fait, de me partager avec d'autres personnes. Et c'est vraiment ça qui m'a fait, en fait, décrocher. Et du coup, c'est comme toute chose dans la vie, les habitudes se créent par schéma répétitif. Bien évidemment, quand on arrête le schéma répétitif, voilà, on décolle. Donc en fait, quand j'ai rencontré cette personne que j'ai commencé à fréquenter et que, je veux dire, les clubs, c'était déjà... Il y avait un moment que... Parce que j'étais revenue vivre en Guadeloupe, donc des clubs ici, il n'y en a pas des tonnes. Tous mes amis aussi libertins, je les voyais plus. Donc en fait, il y a eu cet ensemble de tout ça, en fait, qui ont fait que j'ai décroché et je me suis dit, je pense que c'est derrière moi et que c'est fini, en fait. Tu lui en as parlé? Il était au courant de ta vie libertine? Oui, bien sûr, c'est pas quelque chose que je cache. Et est-ce que lui, il t'a dit, non, ce serait sympa qu'on connaisse cette expérience ensemble? Alors, pas tout de suite. Après, oui, parce que pour lui, c'était un milieu nouveau qu'il n'a jamais côtoyé. Et qu'il intéressait. Voilà, c'est sûr que c'est quand même quelque chose de délicat, en fait. C'est difficile, peu importe la personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, de lui dire oui, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille dans un club, ou alors même à titre privé, qu'on rencontre un couple et qu'on... Une soirée à la maison. Voilà, qu'on fasse l'amour avec ces gens, quoi. Tout le monde n'a pas cette expérience et n'a pas cette envie, et c'est compréhensible, hein. Donc au départ, c'était pas quelque chose qui a été bien reçu. Après, par la suite, je pense qu'il a été curieux et... Donc c'est toi qui lui as fait la proposition? Alors je lui ai pas vraiment fait la proposition, je lui ai parlé en fait de ces années que j'ai vécues, et donc je lui disais, écoute, si jamais un jour l'opportunité se présente, parce que sachant que moi, le milieu, je le fréquentais plus. Donc, il me disait OK. Et puis après, au fur et à mesure, il a commencé à être curieux, à poser des questions, et en se disant pourquoi pas, je crois que ça m'intéresse. Mais malheureusement, on n'a jamais eu l'expérience de partager. On a été une fois en soirée. Ça s'est pas bien passé pour lui. Il pensait être prêt et finalement, il ne l'était pas. On a été dans cette soirée avec 2 personnes, avec un couple. Et en fait, la fille donc de ce couple a voulu en fait lui faire une fellation. Et lui, il pensait être prêt, mais finalement, physiquement, la panne. Émotionnellement, ah ouais, la grosse panne. Donc la grosse panne, la gêne et... Bien sûr, je comprends. Ton passé libertin n'a jamais été un frein à tes relations amoureuses? Non. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je pense que déjà quand on assume ce qu'on fait, rien ni personne ne peut quoi que ce soit, ne peut t'atteindre en fait. Parce que les gens vivent dans des peurs en fait, et c'est parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on, mais quand tu assumes ce que tu fais, c'est dès le départ en fait que je me suis posé la question, est-ce que je vais assumer dans 5, 10, 15, 20 à vie en fait? Donc le fait que j'ai toujours assumé, ça ne m'a jamais posé de problème, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit dès le départ. Donc en fait, tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc c'est à toi de savoir si tu pourras assumer, parce que moi j'assume déjà. Tu disais justement qu'avant d'aller en soirée, tu savais déjà ce que tu avais envie de faire et ce qui était pas l'humeur du moment. Est-ce que ça t'arrivait justement d'aller en soirée et d'avoir des rapports uniquement avec ton complice et avec personne d'autre, mais juste au vu et au su des autres? Est-ce que tu avais ce côté exhibitionniste? Ah oui, bien sûr. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un, j'ai aucun souci avec mon corps. Montrer mon corps, je suis consciente que je suis quand même bénie des dieux, comme on dit. Donc, je n'ai aucun souci justement à m'exhiber. Et c'est arrivé souvent qu'on allait... alors, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme soirée, mais souvent on allait en club la journée, parce que les clubs sont ouverts en journée. Et on y allait, on restait qu'à 2 ensemble, et les gens nous regardaient. Du coup, ça leur donnait envie de nous rejoindre. Mais si on n'en avait pas envie, on disait non. Et si on voulait, en fonction de nos limites, si on voulait qu'ils restent à côté ou autre... mais oui, effectivement, ça arrivait que parfois les gens restaient et nous regardaient parce qu'ils appréciaient ce qu'ils voyaient. Quel plaisir que tu tires à être regardé. Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, moi, je suis voyeuse aussi. Hein. Donc, je veux dire, quand tu regardes, quand tu vois, il y a de l'excitation, tu es émoustillé. Donc, oui, mais de l'autre côté. J'allais venir justement. Donc déjà, pour ma part, ça. Donc déjà, à être vue, je me dis, ça... Le fait de savoir que j'émoustille les autres, et puis ça augmente aussi l'excitation pour soi, même dans un rapport ou hors rapport, que ce soit même quand quelqu'un qui te caresse, qui touche ton corps.
Et puis de savoir que aussi que tu donnes envie aux autres, même si peut-être il y a rien qui va se passer, mais c'est une façon de les nourrir, quoi. Donc il y a une part d'ego dans l'histoire. Ah bah oui, complètement. Pour terminer, Jessica, rétrospectivement, quel conseil tu donnerais à la Jessica jeune, que ce soit ado ou jeune adulte, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ne change rien, ça va aller. Tout ce que en fait tu vas vivre va t'apporter beaucoup en termes d'expérience, de connaissances sur toi. Donc ne change rien et surtout continue à faire les choses tant que tu en as envie en fait. Et aujourd'hui, en 2023, quel conseil tu donnerais à Jessica pour le reste de sa vie affective et sexuelle? Alors pour sa vie sexuelle, elle est dans l'attente qu'elle évolue, parce que je pense qu'on est en constante évolution, hein, déjà en tant qu'être humain. Maintenant, j'aspire à une sexualité plus spirituelle. Comment est-ce que tu conçois une sexualité spirituelle? Alors déjà, c'est pas une sexualité, c'est pas faire du sexe pour la performance. Il y a vraiment une connexion très 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 profonde avec la personne. Quand on partage en fait ce genre de rapport avec quelqu'un, déjà on n'a pas forcément des rapports super souvent, comme de personnes lambda. Je veux dire, quand vient le moment où ça arrive, c'est vraiment, on forme une fusion en fait. C'est quelque chose à vivre. Je l'ai pas encore vécu. On en a déjà parlé, je sais ce que c'est, mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les rapports les plus communs qu'on vit en fait. Donc avant d'arriver à cette sexualité, tout se joue dans la relation qu'on a avec la personne en fait. À partir de là, effectivement, après, ça aboutit à ce genre de rapport en fait. Et en termes d'affectif, de continuer en fait tel que je l'ai commencé. Je veux dire, durant ces dernières années, j'ai fait un travail considérable sur moi. Donc, de continuer comme j'ai commencé en fait. De continuer sur ma lancée. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec le podcast Encore. Je suis d'autant plus joyeuse d'avoir participé en fait à un projet que je trouve déjà qui est d'utilité publique. Connaissant notre culture, nos mœurs, ce n'est pas quelque chose que les gens font de manière aisée. Je pense que c'est bien que ce genre d'initiative en fait existe pour déconstruire nos croyances au sein de notre culture. Je trouve ça vraiment intéressant et je suis contente j'ai envie de dire, un peu d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est une expérience qui est très enrichissante et je souhaite à n'importe qui serait tenté de le faire, je dirais d'y aller en toute confiance. Vous serez bien reçus et avec aucune gêne et ça se passe super bien avec Bonnie. C'était Encore, saison 3, épisode 4, avec Jessica. Merci beaucoup de ton écoute. J'espère que tu as apprécié et que tu partageras autour de toi car, tu le sais maintenant, on ne jouit bien que de ce qu'on partage. À bientôt.